lutte contre des gaz toxiques, des choses comme ça, et il y apporte la même créativité. L'univers des sciences, RCF. Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent choisir donc, de devenir vraiment inventeurs? Comment est-ce qu'on devient inventeur de nos jours? Pierre-Gilles de Gênes. Pour ces petites startups, c'est une décision très personnelle et c'est une décision audacieuse parce que ça n'a rien à voir avec la vie du chercheur industriel classique. Le chercheur industriel classique appartient quand même en général à une grosse compagnie qui est très stable. Il peut travailler assez durement. Il y a beaucoup d'anxiété parce que ces grosses compagnies, elles sont quand même menacées par l'Asie du Sud-Ouest. Donc il faut constamment améliorer des produits, ainsi de suite, dans des délais très courts. Mais tout de même, il a une certaine sécurité. Tandis que quand vous partez dans une start-up, il n'y a aucune sécurité. Vous ne travaillez pas 35 heures par semaine, vous en travaillez bien 70. Et vous n'êtes pas du tout sûr que dans 3 mois, vous serez encore payé. Donc il faut de l'audace. Mais cette sélection par l'audace est une assez bonne sélection et les gens qui font ça sont souvent des gens vraiment assez admirables. Pierre-Gilles de Gênes, pour finir cette émission, nous allons parler un peu de vous, de votre parcours, pour que les auditeurs vous connaissent un peu mieux. Vous avez, je crois, au début travaillé sur le magnétisme et les supraconducteurs. Absolument. Le magnétisme était un sujet assez classique, mais on le regardait avec un instrument nouveau qui est les neutrons qui sortent d'un réacteur. Et ça a été une époque très heureuse. Et puis après, j'ai fondé une équipe de supraconducteurs. J'étais passé à l'université d'Orsay. Et ça, c'était une entreprise dingue. Parce que moi, je suis théoricien. Je ne sais absolument pas faire des expériences. Je casse tout. Mais j'ai pris 5 expérimentateurs et dans des conditions de locaux et de crédit qui n'étaient pas extrêmement graves. Mais je dois dire qu'on a eu de la chance. J'ai eu à peu près 1 an et demi d'anxiété où je me disais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont jamais arriver à passer des thèses, etc. Et puis au bout d'1 an et demi, par un heureux concours de circonstances, on a commencé à sortir des idées vraiment nouvelles et ils ont tous rayonné après de façon vraiment heureuse. Donc cette période des supraconducteurs a été finalement 4 ou 5 années de bonheur. Après, on a changé parce que ça devenait une recherche avec des gros moyens et nous, on a toujours été des gens qui font des expériences légères sur un coin de table. Donc, on est passé progressivement à ce qu'on appelle les cristaux liquides, ces systèmes qu'on a dans les dispositifs d'affichage. Et on s'est régalé avec les cristaux liquides. Là encore, c'était des systèmes assez simples. On pouvait faire des expériences très fondamentales avec un dixième de centicube de produit, avec un champ magnétique, avec des électrodes et des voltages. On pouvait trouver des effets complètement nouveaux. Et après, on y a mis des choses plus sophistiquées. Et en quelques années, il s'est fait cette fois-ci un groupe de 7 labos à peu près, qui comprenaient de l'optique, de la résonance magnétique, des tas de choses. Et ces 7 labos, à Orsay, ont constitué une entité cristaux liquides qui est devenue rapidement bien connue dans le monde. Et ça a été aussi une période de grand bonheur. Et puis, des cristaux liquides, on est passé aux polymères. Je parlais des polyesters, des textiles, mais aussi des matières plastiques, tas de choses de ce genre. Et on a eu une autre période qui, là, était à une échelle plus vaste. Une collaboration entre Strasbourg, Saclay et Paris, qui a été une période aussi très heureuse. Après ça est venu le moment des cols. On a regardé un peu comment marchait l'école. Et là, je dirais que du point de vue des expériences, on a eu des bonnes expériences. Du point de vue de la théorie, qui était mon secteur à moi, succès moyen. On a compris un peu comment l'école très molle marche, que ce qu'il y a dans le scotch, des choses comme ça, ou dans l'école d'enveloppe de lettres. Mais par contre, l'école très robuste comme celle qu'on achète dans les supermarchés, je dirais qu'on n'a pas vraiment trouvé une clé de compréhension qui me satisfasse entièrement. Donc soyons modestes dans ces histoires-là. Et puis d'école, je suis passé à la biophysique et à, je dirais, une modeste recherche sur le cerveau en essayant de comprendre comment fonctionnent un peu les objets de mémoire dans le cerveau. Mais là, c'est des balbutiements, j'ose à peine en parler.
Merci Pierre-Gilles de Gênes. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de notre série. Au revoir Pierre-Gilles de Gênes. Au revoir.